Jean-Marie Fertet et Jean-Pierre Lituac dans La mort en ce dimanche, un film radiophonique d'Alain Franck réalisé par Pierre Billard. Monsieur Serrière, je suppose. Je suis le commissaire Legrand, police judiciaire. Entrez, monsieur le commissaire, je vous attendais. Votre adjoint est là depuis un moment, il m'avait annoncé votre venue. Permettez-moi, monsieur, de vous présenter mes condoléances. Merci. Je pense que vous désirez voir le salon. C'est là que... Non, j'irai plus tard. J'aimerais d'abord que vous me racontiez ce qui s'est passé. Nous pourrions peut-être nous asseoir? Oui, bien entendu. Venez dans mon bureau, nous serons tranquilles. Tenez, c'est par ici. Voilà. Mais asseyez-vous, monsieur le commissaire. Merci. Vous voulez quelque chose? Un alcool? Non, merci. Non, ne m'en veuillez pas, mais je crois que Moi, je vais boire un whisky. J'en ai besoin. C'est vous, n'est-ce pas, qui avez trouvé le corps de Madame Serrière? Oui. Oui, je suis arrivé à la gare de Lyon ce soir à 8h. C'était 19h59, pour être précis. Je rentrais de Nice. Un de mes amis, Jacques Nocel, est venu m'attendre à la gare avec sa voiture. Il m'a conduit jusque chez moi. Vous êtes monté seul? Non, j'ai proposé à Jacques de m'accompagner. Je pensais que ma femme serait heureuse de le voir. Il est donc venu avec moi, m'a aidé à porter mes valises jusqu'à l'ascenseur. Et en arrivant sur le palier, j'ai sorti mes clés. C'est alors que Nocel a attiré mon attention sur les éraflures autour de la serrure. Il faisait encore jour? Non. Mais la minuterie était allumée. En voyant, j'ai immédiatement pensé à un cambriolage. Quand nous sommes entrés dans l'appartement, la porte du salon était ouverte, je me suis précipité, Jacques sur mes talons. Enfin, vous savez ce que j'ai alors découvert, monsieur le commissaire? Le corps de ma femme était étendu, sans vie, sur le plancher, devant le coffre-fort ouvert. C'est à ce moment que vous avez appelé police secours? Non, c'est Nocel qui a téléphoné. Je crois bien avoir manqué de cran, commissaire, et m'être un peu affolé. Je me suis penché sur ma femme. J'ai hâté ses joues, son front. Et alors j'ai compris qu'elle était morte. Jacques m'a dit quelque chose, j'ai pas compris ses paroles. Je suis resté là, assis par terre à côté d'elle pendant qu'il vous appelait. Je crois bien que j'ai pleuré. Mais l'appel est parvenu au commissariat à 20h40, mais mon adjoint n'a pu m'atteindre que vers 11h. C'est dimanche, n'est-ce pas? Oui. Je suppose qu'il vous a fait part des premières constatations du médecin légiste. Oui, ma femme serait morte ce matin entre 11h30 et midi et demi. C'est ça? C'est ça. Oui, il y a 12 heures environ. Oui. À première vue, il semble que Madame Serrière ait été surprise par des cambrioleurs qui l'ont obligée à ouvrir le coffre avant de l'étrangler. Au fait, ce coffre, que contenait-il? Quelques papiers sans grand intérêt. Mais il y avait également les bijoux de ma femme. Des bijoux de valeur? Ah oui, de très grande valeur. Oui, ils étaient assurés pour près de 250 000 francs, 25 millions anciens. C'était des bijoux de famille que ma femme avait hérités de sa mère et de sa grand-mère. Mais leur disparition n'a pas beaucoup d'importance à côté de... Je ne voudrais pas vous importuner avec mes questions, monsieur Serrière, mais chaque heure qui passe est mise à profit par les meurtriers. Et si vous n'êtes pas trop fatigué, j'aimerais rester encore un moment et vous demander le maximum de renseignements. Au contraire, monsieur le commissaire. Je souhaite que vous restiez ici le plus longtemps possible. Il est minuit et demi. Il n'est que minuit et demi. J'appréhende le moment où je vais me retrouver seul. Non, posez vos questions. Vous ne voulez vraiment rien boire?
puisque vous insistez. Ah, Mais avec beaucoup de... Ah. Voilà. Merci. Madame Serrière était-elle seule dans l'appartement ce matin? Oui. Enfin, je le suppose, du moins. Mais nous avons passé nos vacances ensemble en Italie. Ma femme est rentrée une semaine avant moi. Elle désirait s'arrêter quelques jours chez son frère, en Touraine. Vous n'avez pas accompagné? Non. Geneviève désirait s'entretenir de questions d'intérêt avec mon beau-frère, Hugues Boisset. Mais ma place n'était pas avec eux, d'autant que mes relations avec ma belle famille n'ont jamais été très cordiales. Alors, je suis donc resté à Florence quelques jours après son départ. Et je n'en suis reparti qu'avant-hier. Elle n'est pas rentrée directement à Paris? Je me suis arrêté 2 jours à Nice pour voir des amis. Mais mon usine est fermée pour les vacances, elle ne rouvre que dans 3 jours. J'avais donc décidé de rentrer à Paris aujourd'hui. Ma femme, elle, ne devait revenir que dans le courant de la semaine prochaine. Et comment se fait-il alors qu'elle se soit trouvée ici ce matin? Mais en rentrant d'Italie, elle est repassée par Paris avant d'aller chez son frère. Elle a appris alors qu'une réunion à laquelle elle tenait à assister devait avoir lieu hier soir, dans le conseil d'administration d'une œuvre paroissiale dont elle est vice-présidente. Alors, elle m'a envoyé un mot pour m'en informer, me disant que son beau-frère la ramènerait en Paris en voiture dans la journée de samedi. C'était hier, par conséquent. Alors, elle insistait dans sa lettre pour que je n'avance pas la date de mon retour. Et vous avez des domestiques? 2. Une cuisinière et une femme de chambre. Elles sont en vacances, elles aussi. Elles doivent rentrer demain. Ma femme leur avait demandé de remettre l'appartement en état avant son retour la semaine prochaine. Madame Serrière ne leur a pas demandé de rentrer plus tôt lorsqu'elle a su qu'elle serait à Paris avant la date prévue? Bon, ça certainement pas. Geneviève avait un sens très aigu de son devoir. Elle a jugé que son retour prématuré ne l'autorisait pas à écourter les vacances de ses domestiques. D'autant plus qu'elle n'avait que 24 heures à passer seule ici. Il lui suffisait d'aérer sa chambre sans s'occuper des autres pièces. Oui, je vois. Les fenêtres de votre appartement donnent-elles sur la rue? Oui, la plupart. Il n'y a que la chambre de ma femme et la salle de bain qui s'ouvrent sur une cour intérieure. Geneviève avait horreur du bruit, elle s'était réservé cette chambre au fond de l'appartement. C'est la seule qui soit à l'abri du vacarme de la circulation. Autrement dit, les volets des fenêtres donnant sur la rue sont restés clos. Certainement. Les cambrioleurs en ont probablement déduit que l'appartement était inoccupé. Le concierge n'a pas remarqué d'aller et venue suspecte. Il n'y a pas de concierge. Vous l'avez vu en passant, dans ces immeubles modernes, nous avons en bas une rangée de sonnettes avec les noms des locataires et un micro. Oui. Alors, théoriquement, personne ne peut s'introduire dans l'immeuble sans être attendu. Mais en réalité, la porte n'est jamais fermée et les visiteurs qui connaissent la maison peuvent entrer. Ils sonnent seulement à la porte du palier. Les voisins? Ils sont presque tous en vacances. Personne n'est encore rentré. Et la rue, vous avez pu vous en rendre compte, est très calme. Moi, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de témoins. Vous n'avez bien entendu aucune idée de l'emploi du temps de Madame Serrière depuis son retour à Paris? Eh bien, je pense pouvoir le deviner. Geneviève a dû arriver hier soir, juste à temps pour assister à cette réunion qui devait se tenir après le dîner. Ensuite, elle est certainement rentrée se coucher. Et ce matin? Ma femme était très attachée à ses devoirs religieux, commissaire. Elle avait l'habitude d'assister à la messe de 10h tous les dimanches. Elle n'y a certainement pas manqué aujourd'hui. Pensez-vous qu'elle soit rentrée directement ici en sortant de l'église? Non, on s'attendait généralement quelques minutes à la sacristie pour bavarder avec le curé de notre paroisse. Je suppose que la messe se termine à 11h. Elle a dû rentrer vers 11h30, midi moins le quart. Oui. Les cambrioleurs qui croyaient l'appartement inoccupé ont été surpris en plein travail. J'aimerais faire diffuser le signalement des bijoux volés, monsieur Serrière. Pouvez-vous m'en donner la description exacte? Ah, ça, je crains que ce sera difficile. Comme je vous l'ai dit, Geneviève l'étonnait de sa famille, je ne pourrais vous en donner qu'une description très approximative. Mais la compagnie d'assurance vous renseignera. Elle possède, je le sais, un inventaire précis et détaillé. Je me le procurerai demain matin. Avez-vous prévenu la famille de Madame Serrière? J'ai téléphoné à son frère, tout de suite après vous avoir appelé. Il m'a dit qu'il allait venir immédiatement. Il n'est pas encore arrivé? Il demeure à 200 km de Paris, il doit lui falloir à peu près 3 heures. Non, je ne pense pas qu'il vienne ici. Comme je vous l'ai dit, nos relations sont assez fraîches. Il va probablement descendre à l'hôtel où il s'installe habituellement quand il vient à Paris. Vous voulez l'adresse? Oui, je vais la noter. Bon, je ne vois pas d'autres questions à vous poser pour le moment, monsieur Serrière. Le médecin légiste a dû faire enlever le corps de votre femme. Il se mettra en rapport avec vous dans la journée de demain, pour les formalités. Vous partez déjà, commissaire? Je dois adresser un premier rapport au parquet.
Me permettez-vous de vous donner un conseil, monsieur Serrière? Je vous écoute. Essayez de dormir. Ce sera difficile. Je sais pas si vous vous rendez compte. Si, c'est pourquoi je vous donne ce conseil. Vous allez avoir une journée pénible demain. Vous devriez prendre un somnifère. Oui, vous avez peut-être raison. Il faudra que je recueille votre déposition. C'est une formalité administrative, mais elle doit être faite dans les règles. Je vous en prie. Et pouvez-vous passer au commissariat en fin de matinée, par exemple, vers midi? Mais j'y serai. Après avoir constaté que ma femme était décédée, j'ai laissé à monsieur Nocelle le soin de prévenir les autorités compétentes. Soupçonnez-vous quelqu'un, monsieur Serrière? Oh, grand Dieu, non, monsieur le commissaire. Vous m'avez dit vous-même... Oui, en effet. Je n'ai aucun soupçon et pense que le crime a été commis par des cambrioleurs qui, croyant l'appartement vide, ont été surpris par l'arrivée de ma femme. Lecture faite, persiste et signe. Voilà. Si vous voulez bien relire, et signez ici. Mais sur chaque exemplaire? Oui, s'il vous plaît. Merci. Un peu plus d'une demi-page. Voilà à quoi se résume la mort de ma femme pour la police. Monsieur Serrière. Oh, excusez-moi. Ma phrase était bête et inutile. Mais j'avoue éprouver quelques difficultés à me dominer aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question, monsieur le commissaire. Pensez-vous retrouver les assassins de ma femme? Non, je vous demande de me répondre franchement. Je vous réponds franchement. Oui. Ça sera peut-être long, mais nous y arriverons. Les crimes impunis, vous savez, c'est rare. Mais avez-vous quelque chose qui vous permette de commencer cette enquête? Oui et non. Je viens de recevoir le rapport de l'identité judiciaire. On n'a relevé aucune empreinte dans votre appartement, à part celle de votre femme, naturellement. Il y avait partout, sauf dans sa chambre et dans la salle de bain, une couche de poussière assez épaisse. L'appartement était fermé depuis un mois. Oui, mais les cambrioleurs... Justement. Dans le salon, là où se trouvait le coffre, les employés de l'identité judiciaire ont remarqué que la poussière avait disparu à plusieurs endroits. Sur les poignées de porte, sur le coffre, sur certains meubles. On peut en conclure que les meurtriers ont effacé leurs empreintes. Et sur le corps... Les empreintes digitales ne laissent pas de traces. Madame Serrière a été étranglée avec un foulard de soie qui lui appartenait, qu'elle portait probablement dans le col de sa robe au moment où ses meurtriers l'ont attaquée. Ensuite, les cambrioleurs ont emporté ce qui se trouvait dans le coffre, les bijoux en particulier. J'ai vu votre beau-frère, monsieur Serrière. Hugues? Oui, c'est ça, monsieur Hugues Boisset. J'ai trouvé ce matin à l'hôtel dont vous m'avez donné l'adresse. Il avait l'intention de vous téléphoner pour prendre rendez-vous avec vous, mais je lui ai conseillé d'attendre l'heure du déjeuner. Il m'a confirmé que ses relations avec vous étaient dénuées de cordialité. Je vous l'ai dit cette nuit, nous évitons soigneusement tout contact. Je suppose qu'il vous a dit beaucoup de mal de moi. Je ne voudrais pas paraître indiscret, monsieur Serrière, mais j'aimerais connaître les motifs de la brouille qui existe entre votre belle famille et vous. Non, vous n'êtes pas indiscret. J'avais d'ailleurs l'intention de vous en parler. Le terme brouille est inexact. Pour que nous soyons fâchés, il faudrait que nous ayons été d'abord en bons termes, ce qui n'a jamais été le cas. Les Boisset sont très riches, voyez-vous. Et Hugues n'a jamais pardonné à sa sœur de m'avoir épousé, moi qui n'ai pas de fortune. Il m'a toujours considéré comme un coureur de dot, intéressé seulement par le compte en banque de Geneviève. Mais en fait, c'est une véritable haine qu'il éprouve pour moi. Vous étiez marié depuis longtemps? Depuis 20 ans, commissaire. J'ai connu Geneviève en 1944, à la Libération. J'avais 24 ans à cette époque et Geneviève 26. Mais nous avons vite compris que ce mariage était une erreur. En quoi? Geneviève était une femme de tête, froide et méthodique. Elle était toujours lucide, parfaitement organisée. C'était une merveilleuse machine. Un mari, pour elle, c'était un être qui partait tous les matins à 8h30 pour aller au bureau, qui rentrait à 7h. Vous comprenez? Le dimanche était réservé aux visites familiales. Elle faisait ses confitures elle-même.
Elle avait décidé que nous aurions 4 enfants, dont elle avait fixé à l'avance les dates de naissance. Oui. C'est probablement la seule erreur d'organisation qu'elle ait jamais commise. Nous n'avons pas eu d'enfants. Et cette vie bien réglée ne vous attirait pas? Au début, si, ça m'a amusé. 2 ans, 3 peut-être. Bon, ensuite, j'ai réclamé un peu de fantaisie, un peu d'imprévu dans l'existence quotidienne. Mais Geneviève n'a rien voulu entendre. Et le fossé s'est creusé entre nous. Nos vies sont devenues dissemblables. Ma femme s'occupait de bonnes œuvres. Elle s'intéressait au patronage de notre quartier. Et moi, je sortais de mon côté. Madame Serrière ne vous accompagnait pas? Rarement. Et puis un jour, l'inévitable s'est produit. J'ai eu une aventure avec une autre femme. Votre femme le savait-elle? Oui, je lui ai dit. Ah, vous devez me trouver moche, commissaire. Je n'ai pas à juger. Non, comprenez-moi bien, j'éprouvais une grande affection pour Geneviève, une très grande affection. Nous étions 2 amis qui menions des existences différentes et demeurions sous le même toit. Elle était plus une confidente pour moi qu'une épouse. Vous n'avez jamais envisagé de divorcer? Si, je lui ai proposé une fois. Je me suis heurté à un refus catégorique, sans appel. Et les convictions religieuses de ma femme lui interdisaient absolument d'envisager une telle solution. Elle considérait qu'elle avait fait une erreur en m'épousant, qu'elle devrait payer cette erreur toute sa vie. Et c'est sans doute la raison pour laquelle elle se consacrait avec tant d'ardeur aux bonnes œuvres. Et sur le plan financier, quelles étaient vos relations? Vous m'avez dit que Madame Serrière était riche, que vous n'aviez pas de fortune. Je n'ai pas touché à 1 centime de la fortune de ma femme. Lorsque j'ai monté la petite affaire de mécanique dont je suis le propriétaire, Geneviève a voulu m'aider à apporter des capitaux, je m'y suis absolument refusé. C'était l'argent des Boissé, vous comprenez? Je crois. Comment marche-t-elle, votre affaire? Pas trop mal. Suffisamment bien pour nous assurer un train de vie convenable. Je suis très aidé par... Monsieur le commissaire, je préfère vous dire la vérité. Je suis très aidé par une jeune femme qui travaille à mes côtés depuis 6 ans. Luce Coubert. Et... Oui. Depuis 6 ans, Luce est ma maîtresse. Voilà. Mais c'est elle que je viens d'aller voir à Nice pendant 48 heures. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté tout cela, commissaire. Je vous fais perdre votre temps. Peut-être est-ce le choc. Sans doute ne me croirez-vous pas maintenant que je vous ai parlé de Luce, mais la mort de Geneviève m'a bouleversé au-delà de tout ce que je pouvais moi-même imaginer. Quoi qu'il ait pu se passer entre nous, Geneviève était ma femme. Vous comprenez? Ma femme, commissaire. Je suppose que Madame Serrière a fait un testament? Oui, naturellement. Elle m'en a parlé plusieurs fois. Qui va hériter? En dehors de la part réservataire qui revient à son frère et de quelques petits legs sans importance. Elle m'a institué son légataire universel. Malgré mes torts à son égard, elle considérait que le fait d'être ma femme l'obligeait à agir ainsi. C'était pour elle une question de loyauté. Mais on va dire votre beau-frère me l'avait laissé prévoir. Inutile de vous dire qu'il considère cette disposition testamentaire de sa sœur comme la preuve d'une légèreté inadmissible. Il ne m'a pas caché son intention d'attaquer le testament. Je ne m'en laisserai même pas l'occasion. Puis-je me servir de votre téléphone, commissaire? C'est urgent? Assez. Allez-y. Tenez, appuyez sur le bouton. Merci. Non, commissaire, inutile de vous éloigner, vous n'êtes pas indiscret. Allô? Je voudrais parler à Maître Laprade. André Serrière. Merci, je ne quitte pas. Maître Laprade était le notaire de ma femme. C'est lui qui a reçu son testament. Allô? Bonjour, maître. Oui, je vous remercie. Mais très dur, en effet. Maître, je vous téléphone au sujet du testament de ma femme. J'ai l'intention d'y renoncer. Oui, d'y renoncer entièrement au bénéfice de mon beau-frère Hugues Boisset. Voudriez-vous être assez aimable pour l'en avertir? Non, maître, c'est une décision irrévocable. Oui, j'aimerais par la même occasion vous demander un service. Pouvez-vous vous mettre en relation avec la compagnie d'assurance de ma femme?
C'est ça, oui. Les bijoux volés faisant partie du patrimoine de la famille Boisset, au cas où ils ne seraient pas retrouvés, j'entends que l'indemnité soit versée directement à mon beau-frère. Oui, c'est cela. Oui, mais je vous remercie, maître. À très bientôt. Je pense que ceci suffira à faire comprendre à Hugues Boisset que je n'ai jamais été un coureur de dot et que je ne cherche pas à tirer un profit matériel de la mort de ma femme. Non, je vous prie d'excuser mon mouvement de colère, mais j'imagine assez bien ce qu'ont pu être les insinuations de Hugues Boisset à mon égard. Bon, maintenant, commissaire, si vous n'avez plus besoin de moi, je voudrais simplement vous poser une question avant que vous ne partiez. Oui, Qui possède les clés de votre appartement? Moi, ma femme, les domestiques. Mais je ne comprends pas. J'ai relevé certains détails qui m'étonnent. Mais la méthode employée par les cambrioleurs en particulier. J'ai d'abord pensé que nous avions affaire à des gens qui connaissaient bien leur métier, si j'ose dire. Ils ont forcé sans grand dommage une serrure de sûreté, ils ont pris soin d'effacer leurs empreintes, n'ont laissé aucune trace qui permette de les identifier. On pourrait croire que Mme Serrière rentrait à l'improviste, qu'elle les a surpris, qu'ils l'ont obligé à ouvrir le coffre, et puis qu'ils l'ont assassiné après. Oui, ça c'est ce que vous m'avez dit la nuit dernière. Je me suis trompé. Je n'avais pas remarqué alors que le manteau et le chapeau de Mme Serrière étaient accrochés dans la penderie. Ses gants posés sur une console dans l'entrée. Son sac rangé dans sa chambre. Oui. On peut en déduire qu'elle était déjà rentrée de la messe quand les cambrioleurs sont arrivés. Or, il existe une règle d'or à laquelle ces gens-là ne dérogent jamais. Avant de forcer la serrure d'un appartement qu'ils croient vide, ils sonnent. Si personne ne vient leur ouvrir, à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, ils s'attaquent à la serrure. Pourtant, je suis persuadé que Mme Serrière se trouvait déjà dans l'appartement quand le ou les meurtriers sont entrés. Les éraflures autour de la serrure sont une mise en scène. Elles n'ont été faites qu'après la mort de votre femme. Oh, mais c'est extravagance. Mais qu'a-t-il pu se passer, alors? On peut envisager plusieurs hypothèses. Restons-en d'abord à celle des cambrioleurs. Oui. Supposons qu'ils aient appris l'existence d'une véritable fortune en bijoux enfermée dans le coffre-fort. Admettons aussi qu'ils aient connu la présence de Mme Serrière rentrant de vacances seule dans l'appartement. Occasion inespérée pour se faire ouvrir le coffre en question. Mais dans ce cas, pourquoi l'avoir tué? 25 millions de bijoux. Ça voudrait dire une enquête très sérieuse, poursuivie aussi longtemps qu'il le faudrait. Or, Mme Serrière était un témoin oculaire. Elle aurait pu nous donner une description même approximative des bandits. Description qui aurait permis à la longue de les retrouver. En supprimant ce témoin, il supprimait du même coup la plus grosse part des risques. Et vous croyez vraiment que des hommes ont été capables Je ne crois pas, Monsieur Serrière. Je vous ai dit qu'il s'agissait seulement d'une hypothèse. En fait, cette explication ne me satisfait pas. Oui. Mais vous m'avez parlé tout à l'heure de plusieurs hypothèses. Quelles sont les autres? Je crains qu'elle ne vous plaise guère, Monsieur Serrière. Non, je vous en prie, commissaire, au point où nous en sommes, vous pouvez parler franchement. Depuis un moment, vous évoquez la mort de ma femme comme s'il s'agissait d'une question banale, d'une sorte de problème d'échec qui ne me concerne pas. Alors, ces hypothèses... Le coffre était ouvert quand vous êtes arrivé, quand vous avez découvert le corps, n'est-ce pas? Oui, je vous l'ai dit hier soir. Et pourtant, le médecin légiste est formel. Madame Serrière a été tuée sans presque s'être débattue. Un réflexe de défense, tout au plus. Je me demande dans ces conditions si le coffre n'a pas été ouvert après le meurtre. Quoi, l'assassin et le cambrioleur ne seraient pas la même personne? Bon, je ne crois pas aux coïncidences. Le voleur et le meurtrier ne font qu'un, ça j'en suis convaincu. Pourtant, le fait que Madame Serrière ne se soit pas défendue est troublant. Elle a pu être tuée par une personne dont la présence dans le salon ne lui paraissait pas anormale. Par un familier, en somme. Oh, commissaire... Combien existe-t-il de clés du coffre? 2. Ma femme en avait une et moi l'autre. Était-il simplement fermé à clé ou y avait-il une combinaison? Oui, il y avait une combinaison. Qui la connaissait? Ma femme et moi. Personne d'autre? Personne. Vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Serrière? Enfin, commissaire, il est normal que je connaisse la combinaison du coffre-fort qui se trouve dans mon bureau et que j'en possède la clé. Oui, mais je constate simplement que vous pouviez ouvrir ce coffre. Non, je vous en prie, commissaire, cessez ce petit jeu. Non seulement je perds ma femme dans des circonstances atroces,
En plus, vous insinuez que je l'ai assassiné. Je n'insinue rien. Je me contente de relever des faits. Mais des faits qui ne prouvent rien, heureusement. D'ailleurs, quel intérêt aurais-je eu à tuer ma femme? Vous savez bien que sa fortune ne m'intéresse pas. Cette mademoiselle Coubert, votre maîtresse, dont vous avez eu la franchise de me parler. Franchise que je regrette, si j'avais pu penser que vous alliez la mêler Cette mademoiselle Coubert qui est votre maîtresse depuis 6 ans, peut-être désiriez-vous l'épouser. Mettre fin à cette fausse situation, cette vie plus ou moins cachée. Vous m'avez dit vous-même que votre femme refusait d'envisager le divorce. Votre raisonnement est méprisable, commissaire. Luce sait que je ne peux l'épouser, et elle en a pris son parti. Je l'aime, et cela lui suffit. Mais il s'agit là de sentiments que vous êtes probablement incapable de comprendre. Je n'ai que votre parole, monsieur Serrière. Mais téléphonez à Luce, allez la voir. Elle a dû rentrer ce matin, vous la trouverez certainement au bureau, elle vous dira elle-même. Je ne comprends pas votre attitude, commissaire. Vous m'accusez d'avoir tué ma femme. Je ne vous accuse pas. Je me contente d'envisager une hypothèse dont je vous avais dit à l'avance qu'elle ne vous plairait pas. Soit, vous envisagez une hypothèse, mais vous savez parfaitement que je n'ai pas pu la tuer. Au moment de sa mort, j'étais dans le train. Il vous sera facile de vous en assurer. Mademoiselle Coubert m'a accompagné à la gare à Nice. Si son témoignage vous paraît insuffisant, elle vous donnera les noms et l'adresse de l'ami qui nous a conduits en voiture à la gare. Quant à Jacques Nocel, qui est venu me chercher à la gare de Lyon, hier soir, vous l'avez déjà interrogé. Il m'a vu descendre du train, m'a raccompagné chez moi et monter avec moi. Oui, je sais. Et s'il vous faut encore d'autres témoignages, vous pourrez téléphoner à un certain Paul Sillery. Il était dans le même train que moi. C'est un corrichilbe bavard m'a découvert dans mon compartiment en fin d'après-midi. Pendant les 3 dernières heures de voyage, j'ai eu droit à une conférence sur les exportations françaises vers le Japon et les pays d'Extrême-Orient. Vous vous défendez comme si je vous accusais. Mais votre attitude m'y oblige, commissaire. Bon, avez-vous encore d'autres questions à me poser ou puis-je me retirer? Je ne vous retiens pas, monsieur Serrière. Allez, au revoir, commissaire. Entrez. Tiens, monsieur Serrière. Je ne vous attendais pas. Non, je suis passé à tout hasard, ne sachant pas si je vous trouverai encore. Ça en est fallu de peu, j'allais partir. Je ne voudrais pas vous retarder, commissaire. Néanmoins, si vous aviez quelques minutes à m'accorder... Je vous écoute, monsieur Serrière. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes excuses. Je crains de m'être emporté tout à l'heure. Sur le moment, vos soupçons à mon égard m'avaient paru injustes, mais tout à fait immérités. Je n'ai pas de soupçons, monsieur Serrière. Non, je sais, vous me l'avez dit, mais vous contentez de rassembler des faits, de les examiner. Mais vous devez comprendre que la mort de ma femme a été pour moi un tel choc. Je ne peux pas envisager les choses avec la même lucidité que vous. Non, vous ne la connaissiez pas. Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas Luce Coubert. Nous constituons le triangle classique, n'est-ce pas? Le mari, sa femme et sa maîtresse. Monsieur Serrière, il se fait tard. Oh, excusez-moi, commissaire, vous avez hâte de rentrer chez vous, c'est normal. Mais êtes-vous marié, commissaire? Oui, mais je ne vois pas. Vous allez rentrer chez vous, retrouver votre femme, vos enfants, peut-être. Vous bavarderez de choses et d'autres. Madame Legrand vous demandera où en est cette affaire Serrière dont les journaux parlent tant ce soir. Vous passerez la soirée en famille. Monsieur Serrière, je n'arrive pas encore à réaliser que tout cela, pour moi, c'est le passé. Je n'ai plus de femme. Je suis seul. Mademoiselle Coubert? Non. Non, commissaire, j'ai vu Luce cet après-midi. Elle était au bureau, prête à accomplir sa tâche de secrétaire. Mais je lui ai signifié son congé, un congé total. Je l'ai rayé de ma vie privée comme de ma vie professionnelle. Vous avez rompu? Oui. Oui, commissaire. Non, je crois que je ne supporterai plus de la voir maintenant que ma femme est morte. Une cassure s'est faite dans ma vie hier soir. Non, Luce est une enfant adorable, je l'aime beaucoup, mais... Comment dire, j'ai honte. Oui, c'est cela, j'ai honte. C'est la raison pour laquelle j'ai rompu avec Luce cet après-midi. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Quelle a été la réaction de Mademoiselle Coubert quand vous lui avez fait part de votre intention de rompre? Non, elle n'a rien dit. Je pense qu'elle s'y attendait. Elle me connaît depuis assez longtemps pour avoir pu deviner ce qui allait se passer. Monsieur Serrière, je pense que vous n'êtes pas venu jusqu'ici à 8 heures du soir dans le seul but de m'annoncer la fin de votre liaison.
En effet, commissaire, où en est votre enquête? Elle suit son cours. Ah. Et vous n'avez aucune piste? Certains indices pourraient s'avérer intéressants. Mais de mon côté, j'ai appris certaines choses. Lesquelles? Eh bien, nos domestiques ont repris leur service ce matin, comme il était prévu. Ils ont appris la nouvelle. Janine Crozan, ma femme de chambre, était bouleversée. Trop, peut-être. Du vivant de ma femme, je n'avais jamais eu l'impression qu'elle éprouvât à son égard une telle affection. Et pourtant, depuis ce matin, Janine est en larmes. Elle était peut-être plus attachée à sa patronne que vous ne le croyez. Non, je pense que l'explication est toute différente. Ces larmes m'ont étonné. J'ai demandé à la cuisinière si, à sa connaissance, il ne s'était pas produit dans la vie privée de mademoiselle Crozan un événement de nature à justifier ce désespoir soudain. Que vous a dit la cuisinière? M'a raconté que la femme de chambre avait un amant. C'est son droit, non? Certes, j'ai également appris que cet homme partageait la chambre de mademoiselle Crozan au 7e étage depuis plusieurs mois. Vous l'ignoriez? Absolument. Et madame Serrière? Commissaire, jamais ma femme n'aurait admis une telle chose dans sa maison. Pourtant, mademoiselle Crozan est largement majeure. Elle a le droit de faire ce qui lui plaît, en dehors de ses heures de service. Oui, bien entendu, mais ma femme était fidèle à certains principes moraux et elle n'était pas disposée à admettre que quelqu'un les transgressât, surtout quelqu'un qui était à son service. Enfin, toujours est-il que cet homme, l'amant de la femme de chambre, l'a abandonné il y a quelques jours. Non. Hier soir. Pardon. Je dis que Pierre Aigremont, l'amant de Janine Crozan, a abandonné sa maîtresse hier soir. Il a filé à minuit, un peu de choses près. Et comment êtes-vous au courant? Et moi aussi, monsieur Serrière, j'ai posé des questions. Je peux même vous dire que Pierre Aigremont est bien connu chez nous. Il a été condamné à plusieurs reprises pour vol qualifié. Mais alors ce départ... Ça ressemble à une fuite, je suis de votre avis. C'est pourquoi dès ce matin, j'ai lancé un télégramme de recherche. Son arrestation n'est certainement qu'une question d'heure. Je suis abasourdi par ce que vous m'apprenez. Et cet homme est donc un repris de justice? Vol qualifié? Alors, il a pu entrer dans l'appartement hier matin avec sa maîtresse, Janine. Mais oui, mais Janine en effet possède la clé. Il se serait caché en attendant le retour de ma femme. Celle-ci n'aurait pas été surprise de trouver la femme de chambre dans le salon. Tout au plus un peu étonnée de l'avoir entrée avec 24 heures d'avance. Et les choses ont en effet pu se passer ainsi. Aigremont, dissimulé derrière une porte ou un meuble, aurait attendu le moment opportun pour attaquer madame Serrière et l'étrangler, sans qu'elle ait le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Il y a la possibilité de se défendre. Non, c'est affreux, commissaire, c'est affreux. Un meurtrier et sa complice ouvrent le sac de votre femme, s'emparent des clés du coffre. Et volent des bijoux? Non. Non? Je comprends pas. Il ne suffisait pas d'avoir la clé du coffre, encore fallait-il l'ouvrir, c'est-à-dire en connaître la combinaison. Or, d'après ce que vous m'avez dit, votre femme et vous étiez seuls à la connaître. Mais évidemment. Et pourtant... Non, attendez... Je pense à quelque chose. À quoi, monsieur Serrière? Ma femme avait grande confiance en Janine. Oui, cette personne était à son service depuis 10 ans, n'est-ce pas? Vous pensez que madame Serrière lui aurait confié la combinaison du coffre? Oh, c'est possible. Mais alors, commissaire, il faut l'arrêter. Je vous ai dit que j'avais lancé un télégramme de recherche. Mais Janine, commissaire, elle était toujours libre, elle. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Sous quelle inculpation, monsieur Serrière? Mais ce que je sais, c'est votre métier, pas le mien. Vous pouvez l'accuser de complicité. Mais pas de preuves. Des preuves. Elle était sa maîtresse, non? Mais croyez-vous que mademoiselle Coubert accepterait de commettre une action malhonnête, uniquement parce qu'elle est votre maîtresse? Ah, cela n'a rien à voir. Ah. Non. Je sais pas, vous avez peut-être raison, après tout. Mais vous pensez alors que cet homme a agi seul? Je considère que c'est possible. Mais je n'ai pas d'opinion à arrêter pour le moment. Attendons que je puisse l'interroger. Pour le moment, rien ne prouve qu'il soit coupable. Il y a d'autres suspects. Qui? Vous ne soupçonnez personne? Je vous ai déjà répondu par la négative. Ah, c'est curieux, j'aurais cru que... Enfin, peu importe. À qui pensez-vous? Votre phrase est pleine de sous-entendus. Regardons les choses en face, oui. Monsieur Serrière. De nombreux indices vous désignent. Vous aviez intérêt à ce que votre femme disparaisse. Mais... Non, ne m'interrompez pas, je vous en prie. Vous possédiez la clé de l'appartement, celle du coffre, dont vous connaissiez également la combinaison. Il était donc normal que les soupçons de la police se portent sur vous. Or, vous étiez dans l'incapacité matérielle de commettre ce meurtre.
À propos, mademoiselle Coubert, monsieur Sillery et monsieur Nocel ont confirmé votre alibi. Vous étiez bien dans le train. Mais je vous l'avais dit. Je sais, mais je préférais néanmoins vérifier. C'est normal, n'est-ce pas? Encore une fois, tout semblait vous désigner. Je suis surpris, monsieur Serrière, que vous n'ayez pas pensé à un coup monté, destiné à vous faire accuser du meurtre de votre femme. Non, détrompez-vous, commissaire. Si horrible que cela puisse être, j'y ai pensé. Et là, qu'avez-vous conclu? Mais franchement, commissaire, je ne vois pas qui aurait pu monter une telle machination. Vous ne vous connaissez pas d'ennemis? Bon, je connais beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, qui seraient heureux de me voir accusé du meurtre, mais de là à parler d'ennemis, il y a un immense pas. Vous ne pensez donc pas que quelqu'un ait pu tuer votre femme en essayant de faire peser la responsabilité sur vous? Non, je ne vois pas. Votre beau-frère, monsieur Boisset? Le commissaire, monsieur ridicule, jamais Hugues n'aurait fait une chose pareille. Vous avez pourtant parlé de la haine éprouvée à votre égard par monsieur Boisset. Sa haine à mon égard est certainement assez forte pour qu'il essaie de me faire accuser de meurtre, ce qui est parfaitement impassable, c'est qu'il ait tué sa sœur. Non, je vous ai dit que l'esprit de famille chez les Boisset était élevé à la hauteur d'une religion. L'esprit de famille. À votre avis, les Boisset accordent-ils plus d'importance à l'esprit de famille ou à l'argent? Je ne comprends pas votre question, commissaire. Les Boisset disposent d'une fortune colossale. Vous êtes mal renseigné, monsieur Serrière. Votre beau-frère Hugues, seul représentant adulte de la famille Boisset, ruiné. Oui, des spéculations malheureuses. Le fisc lui réclame avec insistance une somme assez élevée, qu'il est dans l'impossibilité de verser. Comment, mais vous l'ignoriez? Absolument. Ma femme ne m'en avait soufflé mot. Non, je ne comprends pas. Sans doute a-t-elle voulu me tenir à l'écart de cette question qui, en fin de compte, ne me regardait pas. Mais alors, sa fortune... La fortune personnelle de madame Serrière est intacte. Ah. Malgré les demandes réitérées de son frère, elle s'est refusée à l'aliéner pour sauver l'entreprise familiale. Je suis stupéfait de ce que vous m'apprenez. Je suppose, dans ces conditions, que le voyage de Geneviève en Touraine avant de rentrer à Paris était motivé par ces questions. Exactement. Son frère a tenté une ultime démarche avant la saisie dont le menaçait le fisc. Votre épouse a refusé, une fois de plus, de lui prêter la moindre somme. Il est certain que l'héritage auquel vous venez de renoncer en sa faveur va l'arranger. Remarquez que de toute façon, la part à laquelle il avait droit en tant que collatéral privilégié était largement suffisante pour l'aider à renflouer son affaire. Commissaire, ce que vous dites est ridicule. D'abord, comment savez-vous tout cela? Quoi donc? Que les Boisset sont ruinés? Mais de la façon la plus simple qui soit. J'ai interrogé votre beau-frère ce matin. En lisant sa déposition, certaines invraisemblances m'ont frappé. Alors, je lui ai téléphoné au début d'après-midi. En lui demandant de passer au commissariat, il est immédiatement venu, nous avons parlé. Et voilà. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Les Boisset ruinés. Une des plus grosses fortunes de Touraine. Et savez-vous ce qui s'est passé? Non. Les faits et gestes de M. Hugues Boisset, à l'heure à laquelle votre femme a été assassinée, m'intéressent davantage que les spéculations malheureuses auxquelles il a pu se livrer. Comme vous le croyez non mêlé à la mort de ma femme? Madame Serrière a quitté la propriété des Boisset samedi en fin d'après-midi. Oui. Son frère Hugues l'a ramené à Paris dans sa propre voiture. Une voiture de grosse cylindre et très rapide. Ils ont dîné ensemble, dans un restaurant des Champs-Élysées. M. Boisset a emmené sa sœur jusqu'à l'endroit où se tenait la réunion à laquelle Mme Serrière a assisté. Puis il s'est éloigné au volant de sa voiture, décidé, nous a-t-il affirmé, à regagner la Touraine le soir même. Vous semblez avoir des doutes. J'ai plus que des doutes. M. Boisset lui-même a fini par m'avouer qu'il était resté à Paris toute la nuit de samedi à dimanche. M. Boisset donne à ce changement de programme une explication parfaitement simple. En arrivant à proximité de l'autoroute, il a crevé un pneu. Il a voulu le changer, mais s'est alors aperçu que la route de secours était inutilisable. Alors plutôt que de se lancer à la recherche d'un garage qui pourrait le dépanner sur le champ, ce qui n'est pas une tâche aisée, un samedi du mois d'août, à 10h du soir, il a préféré laisser sa voiture là où elle se trouvait. Il a pris un taxi, s'est fait conduire jusqu'à un hôtel. Mais je ne vois pas ce qu'une telle attitude peut avoir de répréhensible. Mais rien à première vue. Non, ce que je regrette, c'est que M. Boisset ait cru devoir m'affirmer, au cours de notre première conversation, qu'il était rentré directement en Touraine samedi soir. Mais alors, comment avez-vous appris la vérité? Il est descendu à l'hôtel sous son nom. Le service des garnis m'a immédiatement prévenu. Lorsque je lui ai demandé des explications, il s'est d'abord troublé. Puis il m'a affirmé qu'il n'avait pas passé la nuit seul. Il avait prétendu avoir quitté Paris samedi soir pour éviter que cette aventure, disons, ne s'ébruite. Hugues, pas seul? L'incarnation vivante des principes et de la morale sacro-sainte. Décidément, je m'étais bien trompé sur son compte. Mais pourtant, commissaire, le fait d'être resté à Paris dans la nuit de samedi à dimanche me semble insuffisant pour le soupçonner d'avoir tué sa sœur. Oui, c'est très insuffisant, ça je vous l'accorde. Mais il y a autre chose. En arrivant à son hôtel, M. Boisset a demandé au portier de faire en sorte que sa voiture soit remise en état par un garage dès le dimanche matin à la première heure. C'est-à-dire hier. Cela fut fait,
Et il a pu quitter l'hôtel au volant de sa propre voiture, hier matin, à 11h15. Or, il n'est arrivé chez lui aux environs de Vendôme que vers 14h45. 3h30 pour faire moins de 200 km. Avouez que c'est beaucoup. Et n'oubliez pas que M. Boisset possède une voiture rapide. Oui, évidemment, c'est curieux. Mais je suppose que vous lui avez demandé des explications. Hein. Naturellement. Et que vous a-t-il dit? M. Boisset m'a affirmé qu'il avait l'habitude de conduire très lentement. Ça date, paraît-il, d'un accident au cours duquel il a été blessé il y a très longtemps. Depuis ce moment, il aurait peur lorsqu'il se trouve au volant d'une voiture. Ah, vous croyez donc, en sortant de l'hôtel, il serait venu chez moi, au moment approximatif où ma femme rentrait de la messe. Il serait monté et... Ah. Non, commissaire, c'est impossible. C'est pourquoi donc, monsieur Serrière? Non, quelle raison aurait-eu Geneviève d'ouvrir le coffre devant son frère, sinon pour lui confier ses bijoux? Or, vous m'avez dit vous-même que ma femme avait refusé la veille encore de l'aider. Geneviève n'était pas femme à changer d'avis sur un simple coup de tête. Peut-être n'est-ce pas madame Serrière qui a ouvert le coffre? Je ne comprends pas. Mon beau-frère ne possédait pas la clé du coffre et il ignorait la combinaison. J'ai l'impression que vous ignorez le plus grave. Ah. Madame Serrière a écrit à son frère il y a quelques mois. Elle lui a expliqué qu'au cas où un accident vous arriverait à vous deux en même temps, elle désirait que les bijoux de famille soient récupérés au plus vite par M. Boisset, afin d'éviter des droits de succession importants. Elle a donc fait faire une clé supplémentaire qu'elle a adressée à son frère, en même temps que la combinaison. Commissaire, mais jamais ma femme n'aurait disposé ainsi du coffre sans m'en parler. Et pourquoi? Vous m'avez dit vous-même qu'il ne contenait que les bijoux de Madame Serrière et quelques documents sans importance. Votre femme devait se considérer comme l'unique utilisatrice du coffre-fort. Non, je ne peux pas croire qu'elle ait fait cela. Ah, vous avez tort. M. Boisset m'a montré la lettre de sa sœur. C'est d'ailleurs assez surprenant. Car en somme, ce document l'accable. Il avait un motif pour assassiner sa sœur. Et la possibilité matérielle de le faire. Non, c'est abominable. Enfin, commissaire, cet homme adorait sa sœur. Pardon, il l'avait adorée. N'oubliez pas que votre femme avait refusé de l'aider. D'après ce que j'ai cru comprendre, M. Boisset, c'est un homme violent, irascible. L'attitude de sa sœur peut fort bien avoir transformé les sentiments qu'il éprouvait à son égard. Hugues Boisset. Mon beau-frère Hugues Boisset. Le frère de Geneviève. Un assassin. Bon, cette idée me révolte. Mais pourtant, tout le désigne. Eh oui, tout. La mort de Madame Serrière le sauve d'une situation financière quasi désespérée. Il connaît la combinaison du coffre, il en avait la clé, il savait que votre femme serait seule dans votre appartement hier dimanche en fin de matinée. Et comble de malchance, pour lui bien entendu, il n'a pas d'alibi. S'il s'était trouvé dans le train, comme vous, il serait insoupçonnable. Et au fait, monsieur Serrière, vous ne vous trouviez pas dans le wagon accidenté, j'espère? Vous savez? Oui, celui qui a heurté le butoir à la gare de Lyon-Perrache. Il y a eu 3 ou 4 blessés légers, enfin... J'ai vu ça par hasard dans un journal du soir tout à l'heure. C'est le wagon de queue qui a subi le choc. Pourtant, la secousse, apparaît-il, était ressentie dans tout le train. Eh bien, monsieur Serrière, vous ne me répondez pas. Je vous ai demandé si vous étiez dans ce wagon. C'est une question embarrassante, n'est-ce pas? Embarrassante, mais pourquoi? Je comprends pas. Mais si, vous comprenez parfaitement. Vous savez très bien que cette question est un piège. Et vous êtes en train de chercher désespérément quelle réponse vous pourriez me faire. Une réponse ambiguë, qui laisse place à l'incertitude. Une réponse sur laquelle vous pourriez revenir en cas d'erreur. Mais enfin, commissaire... Vous ne pouvez pas vous permettre de me répondre par oui ou par non. Vous avez une chance sur 2 de vous tromper. Le train a-t-il effectivement heurté un butoir à Perrache? Ah, ça, vous n'en avez pas la moindre idée. Mais enfin, commissaire, je ne comprends pas... Je vous ai dit tout à l'heure qu'un meurtre, ce n'était jamais qu'une mécanique qu'il fallait parvenir à démonter. Des questions simples... auquel il fallait trouver la réponse pour découvrir le coupable. Qui connaissait le contenu du coffre-fort? Hugues Boisset et vous. Qui savait que Madame Serrière rentrerait dimanche matin vers 11h et serait seule chez elle? Hugues Boisset et vous. Qui connaissait la combinaison du coffre? Hugues Boisset et vous. Qui avait intérêt à voir disparaître Madame Serrière? Hugues Boisset? Pas moi. Je ne suis pas d'accord. Vous étiez excédé par cette femme jalouse, au principe rigide. Vous prétendez qu'elle était au courant de votre liaison avec mademoiselle Coubert. Mais rien ne prouve que ce soit exact. Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure que votre femme n'admettait pas que l'on transgresse certains principes?
De son côté, la jeune Luce Coubert, qui était votre maîtresse depuis plusieurs années, en avait assez de ce rôle effacé. Elle vous pressait de vous libérer, de l'épouser. Vos insinuations sont ignobles, commissaire. Après quelques semaines de rupture, vous l'auriez rencontrée par hasard. Un mariage discret aurait suivi. Autre chose. Hugues Boisset n'était pas le seul à se trouver dans une situation financière critique. Bien que vous ne me l'ayez pas dit, votre affaire de mécanique marche mal. Vous aviez grand besoin de capitaux frais. À vrai dire, vous êtes au bord de la faillite, Serrière. J'ai abandonné ma part d'héritage, vous le savez mieux que quiconque. J'ai téléphoné au notaire devant vous. Je sais. Un très beau geste, d'ailleurs. À l'élégance duquel j'ai été sensible. Cela ne se passera pas comme cela, commissaire. Je me plaindrai en haut lieu. Mais naturellement, c'est une chanson que j'ai souvent entendue. Elle ne m'impressionne pas. Ah, où en étais-je avant que vous ne m'interrompiez? Ah oui. La culpabilité de votre beau-frère. Elle vous arrangeait bien. Mais en fait, vous n'en aviez pas besoin. Vous aviez un suspect à votre disposition. Aigrement. L'amant de votre femme de chambre, dont vous prétendez n'avoir jamais entendu parler. Un mensonge de plus, Serrière. Vous vous êtes adressé à une agence de police privée... Attendez, laissez-moi chercher le rapport. Ah, voilà. Le 11 janvier de cette année. Oui, vous désiriez un compte-rendu détaillé sur les fréquentations de vos domestiques. J'ai la copie du rapport que vous avez reçu. Tout y est. Le nom d'Aigremont, le motif pour lequel il a été inculpé, la date de sa condamnation, celle de sa libération, tout, quoi. Mais je ne vous ferai pas l'honneur de répondre. Tant pis. Cet imbécile d'Aigremont, il a fichu le camp la nuit dernière, en apprenant le meurtre. Avec son passé, évidemment, il s'est dit qu'il risquait d'être soupçonné. Alors vous avez sauté sur l'occasion. Vous avez pris vos airs de veuf éploré, de citoyen conscient de ses devoirs, et vous êtes venu ce soir me parler de lui, pour le cas où la police n'aurait pas encore découvert son existence. Ah, c'était habile. Mais en réalité, ce n'était pas la raison de votre visite tardive. Vous vouliez essayer de me tirer les verres du nez. Vous désiriez savoir où en était l'enquête. Vous ne vous sentiez pas tellement sûr de vous, malgré votre alibi increvable. Vous saviez que je risquais d'entendre parler de l'assurance. De quelle assurance? Allons, Serrière, ne faites pas l'enfant. J'ai appris ce soir que votre femme et vous aviez souscrit chacun une assurance vie à votre bénéfice réciproque pour un montant de 500 000 francs chacune. 50 millions d'anciens francs. Ah, c'était largement assez pour renflouer votre affaire, ça, hein? Ça vous permettait d'avoir un beau geste, d'abandonner votre part d'héritage au profit de ce pauvre Hugues Boisset, qui avait tellement besoin d'argent, comme vous le saviez, bien que vous m'ayez affirmé le contraire. De même que vous saviez parfaitement qu'il connaissait la combinaison du coffre. Non. Si. Monsieur Boisset m'a montré la lettre que lui a adressée sa sœur, en même temps que la clé et la combinaison du coffre. Madame Serrière, dont vous avez vous-même reconnu la loyauté à plusieurs reprises, précisa qu'elle agissait en plein accord avec vous. Ah, vous aviez bien préparé votre coup. À défaut d'Aigremont, votre beau-frère pouvait faire un bon suspect, à condition bien entendu qu'il ne dispose pas d'un alibi aussi solide que le vôtre, car vous avez un magnifique alibi. Je ne vous le fais pas dire. En effet. Mais c'est peut-être la plus grosse erreur que vous ayez commise, Serrière. J'ai pas cru à la culpabilité de Hugues Boisset à cause précisément de cette absence d'alibi. S'il avait tué sa sœur, il se serait arrangé à ce que de nombreux témoins puissent jurer qu'il se trouvait à 1000 kilomètres de là au moment du meurtre. Tout comme vous. Commissaire, vos propos sont injurieux. Je vous ai prouvé que j'étais dans le train. En effet. Et j'ai bien failli m'y laisser prendre. Vous aviez des témoins de votre départ à Nice. Vous avez téléphoné de la Côte d'Azur à votre ami Jacques Nocel, dont vous saviez qu'il était à Paris, en lui demandant de venir vous attendre à la gare de Lyon, de vous raccompagner à votre domicile. Comme ça, il pourrait témoigner que vous étiez bien descendu du train de Nice et il découvrirait le cadavre de votre femme en même temps que vous. Vous avez poussé le scrupule jusqu'à chercher dans le train quelqu'un que vous connaissiez, M. Sillery, avec lequel vous avez discuté pendant les 3 ou 4 dernières heures du voyage. Cela prouve éloquemment que... Ça prouve que vous êtes monté dans le train à Nice, que vous vous y trouviez entre Dijon et Paris, que vous en êtes descendu à la gare de Lyon, mais un point c'est tout. Voyez-vous, Serrière, votre alibi était trop beau. Je m'en suis méfié, immédiatement. Les crédits de la police sont limités, certes, mais pas au point de nous priver de ceci. Qu'est-ce que c'est? Un indicateur des chemins de fer et un horaire d'Air France. Grâce à ces 2 objets, j'ai enfin compris comment vous vous y étiez pris pour tuer votre femme. Ce n'est pas vrai. Vous avez pris le train à Nice
à 8h20 dimanche matin. Mais vous en êtes descendu à Antibes à 8h38. Vous avez sauté dans un taxi qui n'a pas dû mettre plus d'un quart d'heure à franchir les 13 km qui séparent Antibes de l'aéroport de Nice. Un avion décolle à 9h40. Vous étiez à bord. Et vous avez atterri à Orly à 11h05. De là, vous êtes rentré chez vous. Vous avez tué votre femme, pris les bijoux dans le coffre-fort et simulé un cambriolage. Vous n'avez même pas eu besoin de vous dépêcher pour arriver à la gare de Lyon de façon à prendre le Mistral à 13h10. Vous en êtes descendu à Dijon 2 heures plus tard. Vous avez dû attendre 17h20, l'arrivée du train dans lequel vous aviez pris place à Nice le matin même, et dans lequel vous aviez laissé vos valises. Non, je crois que vous êtes devenu fou, commissaire. Je préfère me retirer. Allons, Cherrière. Mais à quoi cela sert-il de nier? Vous pensez bien que je ne vous accuserais pas ainsi si je n'étais pas sûr de mon fait. Le juge d'instruction a délivré ce matin une commission rogatoire en vertu de laquelle nous avons fait ouvrir tous les coffres de consigne automatiques à la gare de Lyon. Voulez-vous que je vous lise le compte-rendu de perquisition? Coffre 53C. Objet déposé hier dimanche. Une perruque brune pour homme, portant la marque d'une maison de Nice. Une paire de lunettes de soleil. Un coffret contenant des bijoux dont l'inventaire suit. Inutile de vous le dire, je crois. Il correspond exactement à celui qui m'a été communiqué par la compagnie d'assurance. Ce sont bien là les bijoux de Madame Surier. Mais alors, qu'est-ce que cela prouve? Hugues de Boisset a pu tuer ma femme et déposer tous ses objets à la consigne automatique. Ah, ça, j'y ai bien pensé. C'est pourquoi je ne vous ai pas accusé plus tôt. Mais vous n'auriez pas dû vous démonter ainsi quand je vous ai parlé de cet accident de train à Lyon-Perrache. Vous auriez dû me répondre tout de suite, sans hésiter. Pour moi, cette hésitation est une preuve. Une preuve indirecte et sans valeur juridique. Tiens, dites donc, vous m'avez l'air d'avoir étudié la question de près. Ceci dit, vous avez raison. C'est une preuve indirecte. Mais c'est pas grave. Vous avez certainement conservé la clé du coffre de consigne. Vous allez reprendre tous ces objets compromettants dans quelque temps, quand le danger serait passé. De plus, nous retrouverons certainement des témoins. L'hôtesse de l'air ne vous a probablement pas remarqué dans l'avion. Il y avait trop de monde. Vous avez certainement évité d'attirer l'attention sur vous. Il y a le chauffeur de taxi qui vous a emmené d'Antibes à l'aéroport de Nice. Celui qui vous a conduit d'Orly chez vous. Maintenant que nous avons récupéré la perruque et les lunettes noires dont vous vous étiez affublé, leur témoignage vous accablera. C'est qu'une question de temps pour les retrouver. Mais nous ne sommes pas pressés. Nous y parviendrons. Au point où vous en êtes, vous feriez mieux d'avouer. Non, admettons un instant, ce n'est qu'une supposition naturellement, que vos insinuations correspondent à la réalité. Quel avantage aurais-je à avouer, commissaire? Qui sait? Peut-être une relative indulgence du tribunal. Encore que, à mon avis, vous aurez du mal à sauver votre tête. C'est rien. On ne sait jamais. Ça vaut la peine d'essayer. Êtes-vous prêt à recueillir ma déposition, commissaire? Un instant, je prépare la machine à écrire. Tiens, au fait, les journaux du soir ne mentionnaient pas l'accident de Lyon-Perrache, Serrière. Pour l'excellente raison que le train dans lequel vous ne vous trouviez pas n'a jamais heurté le moindre butoir. C'était La mort en ce dimanche, un film radiophonique d'Alain Franck, interprété par Jean-Marie Fertet et Jean-Pierre Lituac. Réalisation Pierre Billard.